comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. En, en cet avant-midi, comme tu vois derrière moi, il est 8h18 minutes. Et je suis dans le message des guides, comme tu as vu, en prolongation. Et tu as vu que j'avais mis l'image du livre que je veux partager. Et c'est quasiment excitant, même je te dirais, de le partager avec toi parce que ça représente pour moi un défi. Ouais, un défi parce que c'est 700, ah non, excuse, c'est 654 pages, ce fameux grand livre de la connaissance. Là, je ne l'ai pas au complet le titre parce que je ne suis pas de la connaissance de soi. C'est ça. Et c'est ça, puis ça a l'air très intéressant, j'avoue. Tu as vu de Confucius à. Je vais le remettre au début, tant qu'à ça. Là. Parce que là, j'avais déjà placé mon premier texte à lire. Mais c'est un livre de Bernard, puis ça vaut la peine aussi de le dire, parce que l'auteur, il faut le mentionner quand même, mais c'est Bernard Baudouin. OK? Le grand livre de la connaissance de soi, de Confucius à Bergson. Moi, je ne connais pas Bergson. Je connais le Confucius. Tout le monde connaît Confucius. Et ça, ce livre, il est sous les éditions Presse du Châtelet. Les éditions Presse du Châtelet. Donc, j'aurais pu peut-être vérifier ça. Pour plus d'informations sur les publications de Bernard Baudouin, contactez son site bernardbaudouin.com. Et ouais, c'est ça, ok. Non, j'essayais de voir si j'aurais pu vous donner plus d'informations, mais je vous ai dit l'essentiel. Et on va commencer avec une première citation qui est de Marc Aurèle. Et Marc Aurèle a dit « Regarde au-dedans de toi. C'est au-dedans qu'est la source du bien, laquelle peut s'épancher à jamais, si tu sais à jamais la creuser et l'approfondir. » Donc, moi, ça pencher, je pensais, je connais pas le mot vraiment, mais de ce que je comprends, c'est, soit s'abreuver ou couler peut-être, s'abreuver. En tout cas, quelque chose comme ça. Ça doit être laquelle peut ça, peut voyons, je viens de dire, désaltérer, mettons. Désaltérer à jamais. Bref, quelque chose comme ça. Je connais pas, je vais le chercher après, là. Si tu veux, tu peux me le mettre en commentaire, j'apprécierais aussi. Bon, là, je descends, sommaire, oh mère. On n'est pas trop à vous lettres, j'essaie de faire des bips pour rien. C'est vrai. Et là, j'arrive à l'introduction. Bon, voilà l'introduction. Tant qu'à faire, vu que c'est un défi 654 pages, bienvenue dans mon expérience que je vous invite aujourd'hui à partager avec moi ce défi. Donc, OK, on est prêt. On arrête de niaiser. Puis, action. Introduction. Depuis qu'il est sorti de l'animalité primitive, l'homme cherche à comprendre le monde dans lequel il évolue, comprendre le sens des éléments naturels qui animent et rythment les saisons, comprendre les mystères de la vie et de la mort. Au fil des âges et au prix de multiples mutations, l'humain a bientôt affiné un ascendant naturel sur toutes les espèces vivantes. Son évolution a dès lors pris un essor sans précédent. Alors
que les autres formes de vie restaient cantonnées dans des modes d'existence réglés de longue date, l'homme n'a cessé de chercher, d'améliorer, de repousser les limites de son entendement et de sa compréhension. De découverte en adaptation, il s'est enhardi à franchir les montagnes, traverser des océans, coloniser des continents, construit des cités toujours plus grandes, bâti des nations et des empires. L'attitude de son cerveau à apprendre toujours plus et son entreprise sur la matière, son emprise, désolé. Donc je reprends, l'attitude de son cerveau à apprendre toujours plus et son emprise sur la matière se sont développées au-delà de sa se sont développés au-delà du concevable. C'est parce que je disais toujours de. C'est ça qui me mêlait, je m'excuse. Développés au-delà du concevable, traduisant une intelligence phénoménale et surtout une quête de tout azimut jamais assouvie, jusqu'à parvenir aujourd'hui. Je prends une petite gorgée d'eau, je m'excuse. Dans la seconde décennie du 21e siècle, à des réalisations que n'auraient pas osé imaginer les générations précédentes, il manquait quelque chose, et surtout une quête de tout azimut jamais assouvie jusqu'à parvenir aujourd'hui dans la seconde décennie du 21e siècle à des réalisations que n'auraient pas osé imaginer les générations précédentes. Cependant, pas un instant au cours de ces millénaires d'évolution, l'homme n'est parvenu à oublier qu'il était doté d'une double vie. Il pouvait certes évoluer physiquement dans un environnement matériel plus ou moins proche, mais il devait aussi en permanence assumer une vie intérieure, de laquelle dépendait en réalité la totalité de son existence, car c'était là, en définitive, son intimité la plus authentique, que tous ses choix prenaient forme. Alors que toute logique, en toute logique, l'homme chercha aussi à comprendre, à cerner ce monde intérieur si intime et si insaisissable, à tenter de mieux se connaître pour mieux faire face aux aléas d'une existence chaque jour plus complexe. Ainsi, ainsi virent le jour les premiers penseurs qui allaient donner du sens à l'existence humaine en soulignant et en définissant autant que possible, selon leurs coutumes et leurs traditions respectives, les rouages intérieurs motivant et générant le devenir des hommes. De siècle en siècle, la quête de la connaissance de soi devint une constante chez les esprits les plus éclairés de leur temps, soulignant combien cette compréhension était nécessaire pour donner du sens à toute trajectoire humaine et nourrissant bientôt, génération après génération, la mémoire des hommes d'une multitude de précieuses nuances venant enrichir leur présent comme leur devenir. Le présent ouvrage n'en est que le reflet partiel, dévoilant comment, à mesure qu'il découvrait le monde et le modelait selon ses besoins, l'homme eut aussi l'intuition et la sagesse d'entrer profondément en lui-même à la recherche de l'essence de la vie. Chapitre 1. Se connaître. Mais je ne sais pas, c'est pas marqué chapitre 1, mais en tout cas c'est 1. Se connaître. Donc,
Ouais, je pense que je l'ai dans mes. C'est un autre philosophe, ça. C'est un grand défaut de se croire plus que l'on est et de s'estimer moins que l'on vaut. Je répète, c'est un grand défaut que de se croire plus que l'on est, de se croire plus haut que le trou et de s'estimer moins qu'on vaut. Ben là, de se penser plus poche qu'on est. Ouais. Puis ça, c'est Goethe qui disait ça. Donc, si je le dis sans niaiser, là, se connaître, c'est un grand défaut de croire plus que l'on est, plus, c'est de se croire plus qu'on est. Ouais, j'ai de la misère, c'est pas ça. De se penser mieux qu'on est, c'est comme ça. Parce que c'est aussi, ben, plus qu'on est. Et de s'estimer, ouais, c'est un grand défaut de se voir plus grand qu'on est, puis mieux qu'on est que les autres. Puis aussi, c'est un grand défaut ben, d'estimer qu'on vaut moins que les autres. Ben, juste un milieu, hein. Puis ça, c'est Goethe qui dit ça. Ouais, Goethe, c'est mieux. Ben, en tout cas. Fait que je poursuis se connaître. Donc, mis à part cette petite apartheid, l'aptitude à se connaître sans phare et sans détour par-delà des apparences qui jalonnent notre quotidien est sans conteste l'un des atouts majeurs auxquels puissent prétendre tous les êtres humains ayant une conscience. Encore faut-il s'entendre, encore faut-il s'entendre sur la nature de la connaissance. En effet, il ne s'agit pas ici d'une connaissance livresque ou estudiantine, ouais, puisée dans les livres ou apprise d'une quelconque manière, ou même, mais au contraire d'un savoir autrement plus personnel et profond, à la croisée de l'existence corporelle et des pensées initiées dans les obscurs méandres de l'esprit. Connaître, savoir, esprit, trois mots qui, à eux seuls, cernent le sujet et soulignent d'emblée l'envergure du problème. Mais, contre toute attente, rien n'est aussi simple qu'il paraît, surtout quand il est question de soi-même. Prétendre connaître est une chose, une démarche des plus courantes dans la vie de tous les jours, qui rassure et sécurise, mais savoir véritablement est d'une toute autre portée, confère aux actes et aux pensées qui s'enchaînent d'heure en heure une dimension sans commune mesure avec les prétentions verbales ordinaires. Percevoir ce qui nous entoure, l'environnement dans lequel nous évoluons, les êtres que nous croisons ou qui nous accompagnent génère une connaissance et authentifie le fait que nous avons une conscience des choses. Mais il s'agit là d'une approche et d'un regard extérieur. Avoir conscience de soi, c'est-à-dire porter un regard sur son propre monde intérieur, c'est une autre affaire. Cette conscience tournée vers le dedans de notre être est la seule, de notre être et elle seule qui conduit à la compréhension de soi-même. Mais ce que l'on ignore fréquemment, c'est qu'au-delà de la connaissance extérieure et immédiate, le chemin pour parvenir à une réelle connaissance de soi, pleine et entière, est souvent très long. D'emblée, une distinction majeure s'impose. Avoir conscience que l'on existe, que l'on est vivant et pensant, ne signifie pas pour autant que l'on connaît sa propre essence la plus intime, ce qui nous définit et nous distingue de tous les autres individus. Dès lors, si être simplement doué d'une conscience ne suffit pas, la question qui se pose est de savoir comment parvenir à toute objectivité et le plus précisément possible à la connaissance de soi. Pour tenter d'y répondre, pour
peut-être faut-il en premier lieu s'interroger sur la nature de ce soi dont nous parlons. Qui suis-je? La grande question est posée. Qui est-on véritablement? On est généralement tenté de répondre par une formule simple visant à souligner que l'on est ceci ou cela. Mais force est de constater que, dans bien des cas, la dite réponse est loin d'être satisfaisante car en réalité, elle ne cerne qu'une facette de notre personnalité. Je vais prendre une gorgée d'eau, je m'excuse. Je suis un corps, mais je suis aussi un personnage, un rôle social, un individu plus ou moins imprégné d'une culture, d'un passé ou encore d'un esprit ou un caractère, un tempérament, autant de formes de connaissances qui peuvent me définir, mais qui, au bout du compte, ne disent pas l'essentiel sur mon être le plus intime. On pourrait bien sûr affirmer en toute logique que ce que l'on expérimente concrètement dans la vie est l'exacte émanation de ce que l'on est au plus profond de soi. Il n'en demeure pas moins que le fait de savoir de savoir quels sont que le fait de savoir quels sont mon métier, ma situation sociale ou mes goûts culturels peut correspondre à des milliers d'autres personnes qui ont la même identité collective et de ce fait ne me désigne pas avec une grande précision. Bon, dans toute évidence, ma véritable identité personnelle est donc ailleurs. Et, je m'excuse, et c'est bien là toute l'ambiguïté du sujet. Nous pouvons répondre à quasiment toutes les questions sur notre existence à l'extérieur de nous-mêmes, notre place dans la société et nos rapports avec les autres, mais nous sommes bien maladroits, voire impuissants, dès lors que nous nous tournons vers l'intérieur de notre être, comme si notre conscience se trouvait soudain face à un mur invisible, un no man's land, indicible, terriblement difficile à pénétrer. Un no man's land, c'est une place que tu ne veux pas aller. C'est un ghetto, un quartier délabré. Bref, t'as compris. Pour certains qui ne comprendraient pas c'est quoi l'anglais et qui ne connaissaient pas l'expression, je vais le dire au cas où. Certains se concentreront pas sur ça, ils vont dire de cette conscience extérieure plutôt, ils vont se concentrer là-dessus. Et de soi. Certains se contenteront, reviens Régis, de cette conscience, extérieure de soi, ne cherchant pas davantage à s'infiltrer dans les profondeurs de leur esprit sur le chemin tortueux et invisible emprunté chaque minute, chaque heure, chaque jour par une pensée ou un jaillement souvent incontrôlé. Ils opteront sans état d'âme pour les raccourcis bien pratiques et sécurisants des définitions extérieures. Mais pour les autres, tous ceux dont l'attente ne peut se satisfaire par des demi-réponses, des seules caractéristiques sociales et biologiques et qui veulent en avoir le cœur net sur la réalité de leur exigence, ce sera le début d'une longue quête. Car venir à la rencontre de soi peut se décider en un instant, mais il faut bien souvent du temps et beaucoup de temps pour soulever une à une les couches de la superficialité ambiante et parvenir là où, loin des affres de la matérialité, tout a commencé, où tout se décide et se vit plus intensément à chaque instant dans le souffle et les vibrations originelles d'une vie. Les spécialistes les plus éminents s'accordent à reconnaître que se réduire à des déterminations purement extérieures pour définir sa propre personne ne peut conduire qu'à un évitement permanent de l'essentiel, de ce qui nous distingue intrinsèquement de chacun d'un milliard d'individus qui peuplent cette planète. Ce peut être
ça peut être un choix. C'est peut-être un choix volontaire, mais il faut savoir qu'il restera toujours parcellaire. Ouais, il restera toujours parcellaire et ne conduira jamais à une connaissance totalement objective de soi. L'autre choix qui se présente à quiconque veut en savoir, qui veut en avoir le cœur net sur la véritable nature de son existence, est celui de l'introspection, de l'objectivité la plus totale envers ce que l'on va trouver au fond de soi. Une intériorisation qui a tous les accents d'un défi lancé à notre être profond. Car c'est bien là, en réalité, face à soi-même, que tout se joue, que tout commence et finit. À la recherche de soi. La première des embûches à éviter pour qui part à la recherche de soi tient à la distinction qui existe entre avoir conscience de soi et parvenir à une conscience de soi. Tout être pensant a conscience d'exister, de penser, donc de soi. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il connaît les choses auxquelles il pense, ce qui les compose, il les définit. On peut donc avoir conscience d'être en vie, percevoir tout ce qui nous entoure et stimule nos sens comme notre intelligence, sans pour autant connaître en détail les rouages qui nous conduisent à interpréter la réalité, inventorier nos sensations ou prendre des décisions que nous jugerons opportunes et agir au quotidien. De la même manière, avoir une conscience morale, sociale ou politique à partir de jugements et présupposés extérieurs, présupposés extérieurs ne garantit en rien l'accès à ce qui se passe au plus profond de nous, car c'est d'un autre monde, d'une autre dimension de notre univers dont il en est question. Par le fait même que la connaissance de soi ne peut s'apprendre ou s'acquérir d'une quelconque manière. En effet, à l'image de notre corps qui change au fil du temps, la connaissance que l'on peut avoir de soi-même n'est jamais figée, définitive. Elle évolue en permanence, intégrant et se nourrissant de tout ce qui survient dans notre sphère de conscience, heure après heure. Prétendre la positionner dans le cadre précis ne conduirait qu'à donner l'image d'une situation à un moment précis ou à un temps T, immédiatement obsolète par le simple défilement du temps qui modifie tout à chaque instant. Le second écueil que rencontre celui ou celle qui part à la recherche de soi consiste à savoir si l'on est capable de parvenir à la connaissance de soi à l'aide d'autrui. Nul n'ignore, en effet, que l'on existe pour une part dans le regard que les autres portent sur nous. C'est à travers d'eux, de ce qu'ils nous renvoient de nous-mêmes, que nous percevons le plus souvent ce que nous sommes réellement. La question se pose donc naturellement de savoir s'il faut également passer par autrui pour accéder à la connaissance de soi. Peut-être le seul acteur de la connaissance de soi est sans doute l'une des interrogations. Je reprends, peut-être le seul acteur de la connaissance de soi est sans doute l'une des interrogations majeures que se sont posées les plus grands penseurs de tous les temps, car plonger au cœur de soi-même pour y trouver le sens de son existence comporte un danger majeur, celui d'être à la fois juge et partie, avec en filigrane le risque de ne pas être objectif à 100%, surtout si ce que l'on découvre n'est pas totalement agréable. C'est pourquoi le recours à un regard extérieur semble parfois plus logique, encore que son objectivité puisse elle aussi se révéler fluctuante pour diverses raisons.
on l'aura compris, s'engager dans une démarche visant à la connaissance de soi n'est pas une mince affaire. En premier lieu, dans les choix des moyens que l'on se donne pour entreprendre ce voyage dans les moindres recoins de notre être. Ensuite, parce que la notion de soi revêt à l'évidence des sens multiples depuis la réalité de ce qui est jusqu'à l'image de ce que l'on fait de sa propre individualité. Il s'agit là d'un authentique travail sur soi-même visant à mettre en lumière par une recherche exigeante et objective empreinte d'une lucidité à toute épreuve, un savoir global, si possible total, sur ce que l'on est véritablement, sur notre nature essentielle, au-delà de cet ego qui parfois pose problème. Cette quête de sens devra permettre d'apporter des réponses à des questions fondamentales sur notre trajectoire, parmi lesquelles il y a qui suis-je en tant qu'être humain? Qui suis-je en tant qu'être humain inscrit dans une histoire? Qui suis-je en tant qu'homme ou femme, en tant qu'enfant ou couple? En tant qu'enfant d'un couple? Qui suis-je en tant que membre de telle culture ou telle époque? Quel est mon véritable caractère? Comment définir précisément ma personnalité? Qui suis-je comme être singulier? Là, je t'ai rendu. Ouais. Qui suis-je de plus? Qui suis-je de plus que la résultante de mes déterminations et de mes conditionnements? Suis-je réellement un être libre? Suis-je conscient ou puis-je devenir conscient de tout ce qui me détermine? D'emblée, la tâche à accomplir peut paraître colossale, d'autant que peu de personnes sont habituées à effectuer un vrai travail d'introspection et surtout que la plupart de ces questions sont en partie imbriquées les unes aux autres. Il est néanmoins indispensable pour trouver la paix intérieure et l'harmonie dans le chemin de la vie de tous les êtres humains, au point que les grands courants spirituels traditionnels en ont fait l'objectif premier et fondamental de leur quête. Par chance, quelques motivations fortes peuvent nous aider dans notre entreprise. Ce sont les objectifs que cette connaissance de soi, cette quête d'identité va nous permettre d'atteindre avec un réel bénéfice. Car au bout du compte, la connaissance de soi, une fois approchée en détail, se révèle d'une valeur considérable dans de nombreux domaines, aussi bien au quotidien que dans la projection de notre existence vers un futur plus ou moins proche. On y gagne un goût jusqu'à là insoupçonné de l'introspection, une certaine exigence de lucidité, une approche nouvelle d'un libre arbitre, la plénitude à agir réellement en accord avec soi, la découverte de son véritable potentiel, la redéfinition de son horizon des possibles, une plus grande anticipation de ses choix, une maîtrise de la plus grande de son destin et en finale, une prise de conscience d'un sens véritable de notre être, le plus intime comme notre trajectoire. Certains grands philosophes n'ont pas manqué de souligner, non sans une part de vérité, que toute recherche dans la connaissance de soi fait de celui qui cherche l'objet de sa recherche, introduit la dualité sans ce sujet-objet et, à ce titre, l'éloigne de son être véritable d'une possible compréhension de ses mécanismes essentiels, les plus basiques. Il n'en demeure pas moins vrai que la connaissance de soi, quand bien même elle peut paraître difficile et nécessiter une approche de longue haleine, s'impose comme l'objectif de toute conscience de soi et le socle fondateur de toute identité. On va arrêter là, mes amis, pour aujourd'hui, et on sera rendu à la page 23 demain matin de la première partie,
la connaissance de soi chez les anciens. Ben, ça a l'air bien intéressant. Ben, en tout cas, j'espère que mon choix a reçu vous plaire. Ben, parce que c'est ça que moi je suis parti jusqu'à preuve du contraire. Fait qu'on verra. Et ben, c'est à 30-03. Ben, c'est une belle synchro. Donc, je pense que j'ai bien choisi. Et ça me dit ça. Fait que ça me dit qu'on est jeudi, puis ben, je vais faire des voyances en prolongation bientôt. Je sais pas si ça sera une ou deux, on ne sait pas. Ici. Fait que je vous dis salut, on se revoit si Dieu le veut. Ben, dans une voyance, comme je viens de te dire. Que veux-tu? Bye bye, on se revoit si Dieu le veut.